Ce matin, après le retour de parquet hier, ils attendent de faire face au procureur de la République. Le dossier pourrait même être confié à un juge d'instruction. Selon nos informations, les deux sont poursuivis pour offense à une personne délégataire d'une partie des pouvoirs du président de la République, mais aussi pour diffusion de fausses nouvelles. L'activiste Badjahate est soutenu dans cette épreuve par l'ancien parti au pouvoir, l'APR, qui dénonce son arrestation et exige sa libération. La famille du prêcheur Cheikh Tidiane Ndao, de son côté, demande la clémence. Mori Diossisi, le porte-parole de la famille, joint tout à l'heure par Eladji Ndiogou Diène. Cette épreuve qui frappe Imam Cheikh Tidiane Ndao relève de la volonté divine. La famille l'accepte et demande à tout le monde de comprendre son attitude. C'est une attitude d'humain. Il a juste exprimé ses frustrations et son ressenti parce qu'on a vu ces dernières années au Sénégal des gens s'attaquer à d'honnêtes citoyens et même à des religieux. Tout le monde a été traîné dans la boue et traité de tous les noms d'oiseaux. C'est pourquoi lui, il a jugé utile de répondre à ces attaques. Mais au fond, il n'est pas quelqu'un d'arrogant ni de mal éduqué ou de méchant. C'est juste une réaction à une situation donnée. Nous le comprenons et demandons à tout le monde de le comprendre ainsi. N'empêche, nous demandons aux autorités de le comprendre, de faire preuve de clémence. Mais vraiment, la place de l'imam Cheikh Tidiane Ndao n'est pas en prison et nous demandons à tout le monde de le comprendre et de lui pardonner. La famille donc de Cheikh Tidiane Ndao qui demande la clémence rappelle que les deux, Badjahate et le prêcheur Cheikh Tidiane Ndao, sont retournés au tribunal ce matin. Une autre affaire, l'affaire Keur Yërmandé, la principale mise en cause, Ndella Madior Diouf a introduit une demande de liberté provisoire. C'était la semaine dernière, une requête qui fait suite à son audition sur le fond et sa confrontation avec les autres personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire. L'avocat de la propriétaire de la pouponnière Keur Yërmandé se dit optimiste sur une suite favorable donc à cette demande de liberté provisoire. Maître Aboubakri Baro. La dame Ndella Madior Diouf a été entendue au fond, en même temps que ses co-prévenus. Elle a toujours été constante dans ses déclarations préliminaires, qu'elle n'a fait que reprendre d'ailleurs. Alors maintenant, le juge a deux alternatives. Soit il renvoie les prévenus par devant la juridiction compétente, s'il estime qu'il y a des charges suffisantes. À défaut, s'il estime qu'il y a des charges qui ne sont pas suffisantes, il peut rendre une ordonnance de non-lieu. De toutes les façons, le magistrat instructeur va apprécier et on avisera. Mais il s'ajoute également que dans la foulée de leur audition, pour ma part, j'ai eu à formuler une demande de mise en liberté provisoire que j'ai à déposer et que c'est toute une procédure. La procédure doit être communiquée au parquet, à M. le procureur de la République. Après coup, on verra l'attitude du parquet, la position du parquet. Et le juge aura la liberté et l'opportunité de voir s'il y a lieu de lui accorder la liberté provisoire ou pas. Ce que j'ai pu vous dire, c'est que la dame Ndella Madior présente toutes les garanties de représentation en justice, qu'elle est régulièrement domiciliée. Et partant, elle a droit à bénéficier quand même d'une mise en liberté provisoire. Car il a été constaté que depuis son arrestation, eh bien, on est confronté à des cas d'infanticide qu'on aurait pu certainement éviter pendant qu'elle était à sa pouponnière et qu'elle était chargée de récupérer les enfants qui sont nés de grossesse indésirée. Maître Aboubakri Baro, avocat de Ndella Madior Diouf, il répondait aux questions d'Eladji Ndiogou Diène. Je vous l'annonçais en titre, cette audience que le Premier ministre Ousmane Sonko a accordée à des ambassadeurs accrédités au Sénégal. Une audience donc qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Certains se demandent pourquoi le Premier ministre et non le président de la République, si l'on sait que la diplomatie est un domaine réservé au chef de l'État. Un spécialiste sur les questions, sur les relations internationales, Ali Farindiaï, estime que le chef de l'État peut bien déléguer ses pouvoirs au Premier ministre. Il s'est confié à Oumou Kalsoumli. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir le président de la République recevoir les lettres de créance des ambassadeurs nouvellement élus. Mais comme on est dans une situation au Sénégal où nous avons un président qui a la légalité et un premier ministre qui incarne un peu la légitimité populaire et que les deux s'entendent sur
le partage des restes du pouvoir, le président de la République peut sur son initiative demander au Premier ministre de recevoir un certain nombre de partenaires amis du Sénégal dans le cadre de l'exécution, dans le cadre de la consolidation des relations diplomatiques entre ces pays-là et le Sénégal. Donc cela peut effectivement se faire, mais souvent cela se fait en présence du ministre des Affaires étrangères ou bien de ses collaborateurs, parce qu'il s'agit effectivement d'expliquer de manière claire à ces alliés-là la nouvelle vision des nouvelles autorités sénégalaises. Or, le Premier ministre étant effectivement le coordinateur de l'action gouvernementale et le principal collaborateur du président, ça peut se comprendre. Mais dans les traditions républicaines, dans un régime présidentiel fort comme le nôtre, c'est le président de la République qui recevait effectivement les ambassadeurs pour échanger sur l'orientation de la politique diplomatique que ces pays-là ont avec le Sénégal. Et après cela, maintenant, il peut, dans l'exécution de la volonté, demander au Premier ministre, en rapport avec le ministère des Affaires étrangères, de coordonner la matérialisation de la coopération entre le Sénégal et les autres. C'est peut-être sous cet angle-là qu'il faut le comprendre. Mais aussi, ils comprennent aussi que nous avons vécu au Sénégal une situation inédite où nous avons élu un ticket, un président légal, choisi par un Premier ministre qui incarne la légitimité populaire. Et sous cet angle-là, ça peut se comprendre. Ali Farindia est spécialiste en relations internationales. Réexamen des contrats miniers, pétroliers, halieutiques. Le Premier ministre Ousmane Sonko l'a annoncé hier en Conseil des ministres. C'est une bonne nouvelle donc et une bonne démarche aux yeux d'Abdoul Aziz Diop. Il est membre fondateur de la coalition Publiez ce que vous payez. La société civile, faudrait-il le rappeler, a toujours dénoncé des contrats déséquilibrés en défaveur du Sénégal. Le voici. Pour le cas du Sénégal, les contrats sont rendus publics depuis 2016. Au moment où c'était encouragé par la norme ITE, le Sénégal en avait fait déjà une exigence. Elle l'avait même intériorisé dans ses différentes lois et ses différents codes. Et c'est en 2019 que c'est devenu une exigence. Mais une chose, c'est de publier les contrats, mais l'autre chose, c'est le contenu de ces contrats. Et nous, au niveau de la société civile, nous avions fait une revue critique suivie de recommandations de plusieurs conventions, une trentaine de conventions minières, gazières et pétrolières, mais le constat était alarmant. C'est des contrats déséquilibrés au profit de ces entreprises et de ces multinationales. Rien qu'à voir les chiffres du dernier rapport ITE de 2022, nous sommes loin encore d'être un pays minier, ni gazier, ni pétrolier. Sur les 275 milliards générés par le secteur extractif, seuls 242 milliards sont retraçables dans le budget de l'État du Sénégal, 6,85% du budget. Pour les dépenses sociales des entreprises, c'est plus de 5 milliards au profit des communautés. Pour des entreprises qui font des milliards, des milliers de milliards de chiffres d'affaires. Pour les collectivités territoriales, par les mines ne font pas partie des compétences transférées. Le dernier arrêté de 2019, c'est 5 milliards 215 millions pour plus de 602 collectivités territoriales. Donc ici, nous vivons toujours le paradoxe de l'abondance. Même si la Constitution confère l'appartenance des ressources au peuple sénégalais, la grande question qu'on doit se poser, qu'est-ce qui appartient réellement au peuple sénégalais une fois que ces conventions signées pour 25 ans, pour 30 ans? C'est au profit de ces entreprises. C'est pourquoi la démarche de l'État est très prudente. Audit d'abord, réexamen et renégociation à terme, une fois que ces contrats arriveraient à terme pour un rééquilibrage. Abdoul Aziz Diop, membre fondateur de la coalition, publiez ce que vous payez, propos recueillis par Anna Rocha. Midi 10 minutes, la suite du journal après ceci. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les conflits fonciers au Sénégal qui n'épargnent même pas l'église. C'est le cas à la quasi-paroisse L'Enfant Jésus de Prague de Tivaouane-Peulh. Un promoteur privé a brandi des papiers pour réclamer 1 hectare sur les 7 du foncier de l'archidiocèse de Dakar. L'administrateur de la quasi-paroisse en réaction annonce une plainte et invite les fidèles à un sit-in dimanche prochain après la messe. Aminataba. Seuls les choristes sont présents à la quasi-paroisse L'Enfant Jésus de Prague de Tivaouane-Peulh. À quelques mètres du lieu de culte se trouve l'espace qui fait polémique depuis plusieurs mois. L'abbé Omer Sek est l'administrateur de la quasi-paroisse. Chez nous, il y a un litige avec un promoteur immobilier. Cette année, ça s'est vraiment accentué. Il réclame 1 hectare dans notre parcelle. Évidemment, il brandit des papiers. Quand il l'interpelle, 2 semaines après, il revient. Pourtant, l'église avait déjà fixé des croix sur ces parcelles. C'était pour barrer la route à ce qu'il qualifie de prédateurs fonciers. L'église se lève souvent très tôt. L'église aussi a ses papiers. Ça fait plus de 20 ans.
c'est 7 hectares. C'est la partie nord. Nous avons implanté des croix pour signifier effectivement que c'est le domaine de l'église. Parce qu'il y a des gens, ils ont horreur des parcelles nues. Les responsables de cette quasi-paroisse disent avoir soumis ce problème à toutes les autorités locales, mais sans succès. Ils comptent traduire le promoteur devant les juridictions. Et on ne va pas laisser les choses passer comme ça. Pas encore, mais c'est en route. Les autorités ont été saisies. Jusque-là, on n'attend rien de favorable pour le moment. Mais avant cela, ces fidèles catholiques ont décidé d'organiser un sitting ce dimanche pour se faire entendre davantage. Ce sitting, c'est pour pouvoir dénoncer ces situations-là. C'est une forme d'agression. Nous avons le devoir de défendre ce qui nous appartient. L'abbé Omer Seck annonce également la construction d'autres infrastructures sur leur terrain pour le compte des fidèles. Aminata Bativaounpel, Radio Média. Aminata Ba, autre chose, les travailleurs de Dakar Demdik qui alertent depuis plus de 3 semaines maintenant, les activités administratives sont au ralenti. Ils estiment que le nouveau directeur général de la boîte tarde toujours à prendre fonction alors que tout est urgence dans la société. Massaer Ndiaye, le secrétaire général du syndicat nouveau des travailleurs de Dakar Demdik. Par rapport donc au changement de directeur général qui est survenu le 2 mai passé à la suite donc du communiqué du Conseil des ministres, mais jusqu'au moment où je vous parle, nous sommes donc à 3 semaines. Le nouveau directeur général, M. Hassan Beng, n'a pas encore pris service. Cela veut dire que donc il n'y a pas encore de passation de service entre le nouveau directeur M. Hassan Beng et le directeur sortant M. Ousmane Silla. C'est une situation que nous déplorons parce qu'aujourd'hui les problèmes, tout est urgent à Dakar. Les problèmes s'accumulent de jour en jour, donc je pense qu'il est urgent que M. Hassan Beng vienne prendre service pour prendre en charge les problèmes de Dakar. On l'a dit, les problèmes sont énormes. Les dates sociales aussi s'entassent de jour en jour. Il y a aussi le problème de l'accord d'établissement. Il y a le problème aussi aujourd'hui le problème du BRT qui est là. Donc les problèmes sont là. Tout est urgent donc à Dakar. C'est pourquoi nous lançons cette alerte-là. Pour que donc la passation de service se fasse donc le plus rapidement possible. Nous interpellons bien sûr le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre et le ministre des Transports pour qu'en tout cas la passation de service se fasse le plus rapidement possible. Nous sommes à 3 semaines donc. 3 semaines, et vous voyez, 3 semaines c'est beaucoup pour Dakar Demdik. Avec tous les problèmes vraiment que vivent les travailleurs de Dakar Demdik. C'est pourquoi nous lançons ce cri de cœur, cette alerte-là pour sensibiliser les autorités étatiques pour que la passation de service se fasse le plus rapidement possible. L'alerte des travailleurs de Dakar Demdik, d'autres travailleurs, il s'agit du syndicat national des travailleurs de l'enseignement supérieur qui exige le respect des droits des travailleurs. Il s'engage également dans une dynamique de concertation pour l'amélioration des conditions de travail des PAPS, c'est les personnels administratifs et techniques de service dans les universités et centres des œuvres. Leur secrétaire général François Babacar Touré au téléphone avec Serigne Salousek. Je tiens à préciser que cette situation est antérieure à ce gouvernement ou bien à ce régime. Mais sous le principe de la continuité de l'État, nous nous devons d'alerter parce que la patience a été très longue. C'est pourquoi un préavis de grève a été déposé au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur dans les différents rectorats, les directions des centres des œuvres, les directions des ZEP du Sénégal, l'Université numérique du Sénégal. Les points tournent autour de ces questions. Fondamentalement, le salaire, le respect des primes de logement pour tous les travailleurs, parce que dans les universités, centres des œuvres, dans l'enseignement supérieur, une grande partie bénéficie de cette prime de logement, mais d'autres en sont privés. Là, nous avons toujours demandé que ça soit généralisé pour tous les travailleurs de l'enseignement supérieur. La prime de risque qui n'est pas encore payée malgré une note du ministre de l'Enseignement supérieur au niveau de l'UCAD. Augmentation de l'âge de la retraite à 65 ans. Le respect du reclassement automatique aussi dans les universités est à décrier. La sécurité sociale et sanitaire, donc les conditions de travail qui ne sont pas des meilleures dans les universités du Sénégal. La revalorisation des pensions de retraite. La carrière des PATS aussi est un point fondamental. Révision des organigrammes, promotion interne des PATS. En gros, ce sont les préoccupations de ces travailleurs-là, les préoccupations du SYNTES. François Babacar Touré, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'enseignement supérieur, direction Bambey, le district sanitaire donc où tous les syndicats maisons ont uni leurs forces pour combattre les recrutements jugés politiques, le non-paiement des factures de la CMU et exigeait en même temps la construction d'un bloc opératoire. En assemblée générale hier, ces agents de santé du département réclament réparation. Babacar Diouf. Des recrutements, affectations dits politiques les ont mis dans tous leurs états. On a constaté que tout récemment, on nous a affecté un personnel communautaire, un personnel non qualifié qui n'a rien à voir, sans aucune qualification, au niveau, n'est-ce pas, du district sanitaire de Bambey. Ce que nous dénonçons, ce qui est regrettable et ce qui peut
même pénaliser même, n'est-ce pas, ou même impacter sur l'utilisation même des instituts de santé au niveau du dispensaire de Bambey. C'est comme si le dispensaire de Bambey est considéré comme la décharge de Mbobos, n'est-ce pas, ou même le théâtre national de Sorano, hein, avec un personnel dont on n'a pas besoin, qui ne fait que consommer, n'est-ce pas, des recettes. Mbaye Dieng et ses collègues du district sanitaire de Bambey, tout corps confondu, déplorent le retard dans le paiement des factures de la CMU. Le constat est aussi amer dans ce sens, parce qu'on a constaté que pratiquement depuis 4 ans, on n'a pas reçu, n'est-ce pas, de remboursement dû à cette couverture maladie universelle, n'est-ce pas, pour ce qui est des enfants de 0 à 5 ans. L'autre problème du centre de santé de Bambey est sans doute le bloc sanitaire toujours promis, jamais réalisé. Les autorités en charge des questions de santé sont directement interpellées pour le règlement définitif de tous ces problèmes. Bambey, RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf, les cas de noyade, ils sont devenus récurrents au niveau des plages de Gadaï et Malibou. Les acteurs de la société civile et de la banlieue de Dakar interpellent les autorités sur la question liée à l'interdiction de baignade dans ces plages. Babacar Mbaye Ngaraf, le porte-parole, estime que la solution est de permettre aux enfants d'avoir un libre accès au niveau des plages qui sont aujourd'hui privatisées. Ces propos plutôt au micro de Salamata Ousmane Diallo. À regarder cette marée humaine constituée essentiellement d'enfants qui jouent avec la mort en se baignant dans ces plages dangereuses et interdites de baignade de Malibou, Wakhinane Nimzatt, Gadaï, Yeumbeul Nord, Malika, pour ne citer que cela, on ne peut pas ne pas s'inquiéter et s'indigner de l'indifférence ou l'impuissance, mais en tout cas l'inaction constatée par tous de nos autorités. C'est pourquoi nous estimons qu'il est urgent de mettre en place un cadre inclusif avec les autorités coutumières, religieuses, administratives, politiques et même acteurs de développement communautaire pour ensemble pister les mesures susceptibles de faire respecter l'interdiction de baignade dans ces plages. De telles mesures peuvent s'inspirer de la démarche de l'État dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sur les plages. Mais également, il faut, excusez-moi le terme, déprivatiser les plages privatisées et permettre aux enfants de Gourgourlou d'avoir accès aux bonnes plages. C'était donc Babacar Mbaye Ngaraf, donc des acteurs de la société civile dans la banlieue de Dakar. Et puis le collectif des postiers et postiers donc non reconduits du Sénégal. Et après une longue lutte, décide de passer à la vitesse supérieure. Le dit collectif informe l'opinion nationale et internationale, de même que les médias, donc, que le plan d'action retenu est entamé à travers une grève de la faim de 5 jours du 27 au 31 mai prochain. Là-dessus, nous écoutons Moussa Baldé, un des porte-parole. Il s'est confié tout à l'heure à Babacar Fall. Après les demandes d'audience déposées au niveau de la direction générale du groupe SN La Poste depuis le 16 novembre 2023, j'ai dit bien depuis le 16 novembre 2023 et 14 mai 2024, ainsi qu'au niveau du ministère du tutelle, à savoir le ministre des télécommunications, des télécoms et du numérique, depuis le 25 avril 2024 et 17 mai 2024, et à la primature depuis le 17 avril 2024 et 14 mai 2024. Tous, aucun retour. Le collectif informe à l'opinion nationale, internationale et au peuple sénégalais et sénégalais et les médias que leur plan d'action retenu est d'entamer une grève de la faim de 5 jours à compter du 27 au 31 mai, renouvelable aux devantures de la primature. Moussa Baldé, un des porte-parole du collectif des postières et postiers non reconduits du Sénégal, donc les postières et postiers qui entament aujourd'hui une grève de la faim. Insécurité au niveau des forails de Seokhai, Toubatoul, entre autres, les éleveurs et vendeurs de moutons victimes de vols. Ils se sont retrouvés à Thiénaba pour sonner l'alerte à quelques semaines seulement de la Tabaski. Cheikh Anta Diop nous fait parvenir leur cri de détresse.
Les éleveurs du département de Thiès, venus principalement de Thiénaba, Ndiayène Sirakh, Khombol et Toubatoul, se sont retrouvés en conclave à la mairie de Thiénaba pour peaufiner des stratégies en vue d'une réussite totale de la Tabaski 2024. Ismaël Sow, le président de la Maison des éleveurs. Nous discutons aussi pour le problème de Tabaski au niveau de Sewkhaï, parce que c'est une marché sous-régionale qui reçoit beaucoup de monde. Ils ont profité de la rencontre pour exiger à ce que l'aliment de bétail soit accessible aux ayants droit, c'est-à-dire les éleveurs. Mais nous souhaitons quand même que l'État établisse des papiers très clairs qui indiquent l'aliment c'est pour qui. Parce que parfois nous avons des difficultés avec certains gens qui voulaient venir accaparer l'alimentation. Ils ont aussi soulevé la question sécuritaire au niveau des forêts. Et les forces de sécurité et de défense, c'est notre cri de cœur chaque année pour qu'ils renforcent leur effectif au niveau des forêts. Le préfet de Thiès, Mamles Kabou, s'engage à prendre toutes les dispositions sécuritaires nécessaires. Pour les points de vente normalisés, nous ferons en sorte que toutes les dispositions soient prises à ce niveau. L'approvisionnement en eau, la fourniture d'électricité, mais également la sécurisation des lieux. Pour la Tabaski 2024, la région de Thiès a besoin de 200 000 têtes. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. L'actualité internationale. Dans ce studio, Georges Déthié, bonjour. Bonjour Barthélémy. D'abord, le procès du massacre du 28 septembre en Guinée, la perpétuité requise contre Moussa Dadis Camara. La prison à vie contre l'ex-chef de la junte et 6 autres responsables militaires ou gouvernementaux. Le procureur a demandé au tribunal de déclarer Moussa Dadis Camara coupable des faits de crimes contre l'humanité par meurtre, assassinat, torture, séquestration, viol et responsabilité de supérieur hiérarchique. Il a réclamé que les faits soient également requalifiés contre les 11 autres accusés, dont un est jugé par défaut et un autre qui s'est évadé de prison après l'ouverture du procès. Le procès devrait reprendre le 27 mai avec les plaidoiries de la défense qui devraient durer plusieurs jours avant que les juges ne se prononcent plutôt à une date encore indéterminé. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe élu président de l'Assemblée nationale. Son élection est intervenue 3 jours après l'attaque de son domicile par des hommes armés lors d'une présumée tentative de coup d'État. Un processus de sélection avait fait de lui l'unique candidat et son élection au perchoir n'était plus qu'une simple formalité. Seuls 36 bulletins étaient nuls ou blancs sur un total de 407 votants. L'Union sacrée, la coalition du président Tshisekedi, dispose de la majorité au Parlement avec au moins 90% des membres élus sur les 500 sièges. Vital Kamerhe retrouve un poste qu'il avait occupé de 2006 à 2009 sous la présidence de Joseph Kabila. Le président kenyan en visite aux États-Unis. C'est hier, mercredi, que William Ruto est arrivé aux États-Unis. Il s'agit de la première visite d'État d'un dirigeant africain à Washington depuis 2008. Il a été reçu par le président Joe Biden. Les États-Unis comptent s'appuyer sur le Kenya pour faire face à la crise sécuritaire et politique en Haïti, mais aussi contrer les ambitions de la Chine et de la Russie sur le continent africain. En Tunisie, 2 chroniqueurs condamnés hier, chacun à 1 an de prison. Ils ont écopé de 6 mois pour diffusion de fausses nouvelles dans les médias et réseaux sociaux et 6 mois supplémentaires pour de fausses déclarations dans le but de diffamer autrui. Les 2 chroniqueurs étaient poursuivis en vertu d'une loi sur les fausses informations pour avoir critiqué le pouvoir du président Kaïs Saïed. Mourad Zeghidi et Boren Bossaïs ont invoqué la liberté d'expression, assurant s'être bornés à analyser et commenter l'actualité du pays. Ils ont été interpellés le 11 mai dernier. Les violences en Équateur, pour terminer, les autorités ont déclaré l'état d'urgence dans 7 des 24 provinces. D'après les décrets, il y a eu dans ces zones une augmentation de la violence systématique perpétrée par des groupes violents organisés, des organisations terroristes et des individus belligérants non étatiques. Merci beaucoup Georges Déthié. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, l'absence d'état de grâce sur le front social pour les nouvelles autorités, préavis, grève, difficiles conditions de travail, non-paiement de salaire, entre autres plusieurs secteurs concernés. On en parle en fin de journal avec nos 2 intervenants. Nous serons avec Eliman Diouf, le secrétaire général de la CSA, la Confédération des syndicats autonomes, et Alioune Fall, chef de la division négociation et relations professionnelles
au ministère du Travail. RFM Sport. Bienvenue Malal Diagne Junior. Merci Barthélémy. Athlétisme d'abord, la fédération sénégalaise qui organise le meeting de Dakar ce week-end. Ce sera donc au stade annexe de Diamniadio ce samedi 25 mai. Ce meeting qui passe d'un statut bronze à un statut gold. Le vice-président de la fédération d'athlétisme Bara Thiam nous en donne de plus amples informations. L'innovation cette année, c'est le niveau du meeting. Donc on est passé du meeting bronze au meeting silver. Ensuite aujourd'hui c'est la 11e édition. Donc on est passé au meeting silver. Cela veut dire que nous avons gagné du galon et on compte aller vers le meeting or d'ici 2 ans. Maintenant cette nouveauté cette année, c'est qu'il y a un enjeu de taille donc par rapport à l'organisation du meeting. Donc c'est la qualification des Jeux Olympiques de 2024. Donc les athlètes qui vont venir compétir pour cette compétition auront la possibilité, s'ils font de belles performances, de se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2024 parce que c'est une compétition qui a été flashée par World Athletics et qu'ils regardent de très près. Donc c'est la nouveauté cette année. Bon, sinon sur le plan de l'organisation, donc on l'organise à Diamniadio, donc à l'annexe de Diamniadio avec la piste d'athlétisme. Le public qui va répondre présent, pratiquement c'est le même public, c'est le public de Dakar, quelques-uns qui vont venir des régions, mais on attend 150 athlètes qui vont venir aussi de la sous-région, mais aussi de l'international. Donc il y aura 17 nationalités à peu près qui vont compétir pour l'édition 2024. Et nous parlons de la Coupe du Sénégal Malal Diagne Junior, suite des 8e de finale ce soir. Avec au programme Dial Diop contre Walidan, Ferru de foot contre Douane Mbour, PC contre l'équipe de Kaffrine. On continue avec le tournoi de l'UFOA A. La suite de la deuxième journée cet après-midi à Thiès avec à 16h la Mauritanie contre la Guinée-Conakry. L'équipe de la Sierra Leone joue contre l'équipe de Libéria. Hier, le Sénégal s'est qualifié en demi-finale après sa deuxième victoire dans cette compétition. Nous parlons de basketball avec le Sénégal qui participe à un tournoi de basket à 3 en France. Objectif, mettre en place une équipe pour aller défendre les couleurs du Sénégal aux prochains Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026. Raoul Toupane est le directeur technique national. Cela nous permettra de gagner des points dans le ranking mondial et surtout dans le ranking africain. C'est aussi une occasion de mettre en évidence le 3 contre 3, de bien le lancer au niveau du Sénégal. Et c'est dans l'objectif aussi de bien préparer les Jeux au J de 2026. Quand nous mettrons en place une équipe de seniors, nous voulons aussi organiser d'autres tournois au niveau national pour inciter les jeunes à beaucoup plus participer, à pratiquer le 3 contre 3. Actuellement, ils sont en France, ils ont déjà gagné 2 ou 3 matchs et on espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Cette équipe est composée de 4 joueurs. Il s'agit de Hamza Fall, le nouveau venu, Moussafa Diop, Mamadou Faye et Mohamed Sek, qui sont des anciens qui nous ont valu la médaille d'or lors des derniers Jeux islamiques. Vous savez, dans les compétitions de 3 contre 3, pendant la rencontre, le coach n'intervient pas. Mais par contre, nous pouvons dire que nous avons des joueurs déjà aguerris parce que c'est de l'autogestion dans cette compétition. Et parallèlement, nous avons eu aussi à participer à quelques compétitions avec les filles. Matifal et Toxel Ndiaye constituaient l'ossature avec des filles qui sont en France. Voilà, c'est tout pour les sports. Merci beaucoup Malal Diagne Junior. L'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. La presse de ce jeudi, lecture, commentaire, Georges Déthié-Diop. L'affaire Bah Diakhaté, l'ex-parti présidentiel, bande les muscles. Oui, Macky Sall et compagnie appellent à la résistance comme le soulignent les Échos. Selon le journal, ils appellent tout le monde à se mobiliser et à engager le combat pour sa libération. Dans un communiqué, l'Alliance pour la République soutient qu'accepter que Bah Diakhaté soit dans les liens de la détention, c'est abdiquer, c'est ouvrir la voie à l'arbitraire et à toutes les forfaitures. Source A se fait aussi l'écho du communiqué de l'Alliance pour la République et indique que pour sauver son activiste des griffes du parquet, l'Alliance pour la République promet d'en découdre avec le pouvoir du président Diomaye. Seulement, le journal fait état d'un gatsa-gatsa de salon. Besbi Le Jour, lui, parle de passe d'armes. Selon le journal, l'Alliance pour la République exige la libération immédiate et sans condition de l'activiste. Abbas Fall de Pastef, lui, soutient que le gouvernement doit déclencher les poursuites contre ceux qu'il appelle les voyous de l'Alliance pour la République. Le gouvernement, disons plutôt, Ousmane Sonko qui passe Macky au scanner. C'est ce que relève le quotidien. Selon le journal, le Premier ministre va réexaminer
Le Premier ministre va réexaminer les budgets de janvier 2019 au 31 mars 2024. Annonce faite hier en Conseil des ministres. Ce n'est pas tout. Les Échos affirment que Sonko fouille les ministères, les conventions et les finances. Il a également annoncé la récupération du patrimoine foncier et bâti cédé à des privés dans des conditions irrégulières. Ce qui fait dire à Enquête que l'État veut tout reprendre. Même sujet à la première page de l'Observateur. La vérité sur la cession des immeubles de l'État. La demande de Sonko sur le patrimoine foncier et bâti de l'État en Conseil des ministres face à la dure réalité. L'État et le détail des baux signés avec les privés, le rôle déterminant et le jeu de transparence de la SOGEPA. Révélation sur la propriété des villas de la cité Faïsal. L'Observateur indique qu'après la suspension des travaux sur le littoral par le chef de l'État, c'est au tour du Premier ministre de s'attaquer à la gestion du patrimoine bâti de l'État. Ousmane Sonko a instruit ses ministres d'entreprendre les démarches nécessaires pour récupérer le patrimoine foncier et bâti de l'État cédé à des privés dans des conditions irrégulières. Et cette pétition lancée contre l'ex-président du Sénégal pour son extradition. L'étau se resserre autour de Macky Sall, affirme le journal Direct News. Comment Macky Sall pouvait-il être le chef de tout et responsable de rien? Une pétition lancée pour un mandat d'arrêt contre Macky Sall a déjà recueilli plus de 3500 signatures en 24 heures. Les pétitionnaires dénoncent l'impunité des crimes politiques et économiques commis par le président Macky Sall. Selon eux, Macky Sall a passé tout son temps à opprimer, à mépriser et à manquer de respect aux Sénégalais qui lui ont tout donné. Quel est le contenu du protocole de Cap Manuel, s'interroge le journal. Certains de ses partisans estiment être sacrifiés par leur mentor, en l'occurrence Macky Sall, qui aurait négocié son départ avec le nouveau régime. À la une du journal Source A, indésirable à Baltimore, aux États-Unis, sa licence réduite à 6 mois. Air Sénégal diva fragile. Source A rapporte que la compagnie nationale sénégalaise, dont l'image s'est davantage craquelée à cause de la perte de bagages, des retards de ses avions, est interdite de desservir à Baltimore. Ne pouvant présenter des états de service irréprochables, Air Sénégal ne dispose que d'un permis d'exploitation aérienne d'une durée de 6 mois. À vos kiosques et bonne lecture. L'autoroute de l'avenir vous a offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Point de vue, l'absence d'état de grâce sur le front social pour les nouvelles autorités, préavis, grève, difficiles conditions de travail, non-paiement de salaire, entre autres plusieurs secteurs concernés. On en parle avec nos deux intervenants. Eliman Diouf. Monsieur Diouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la CSA, la Confédération des syndicats autonomes. Notre deuxième intervenant, Alioune Fall. Monsieur Fall, bonjour. Monsieur Fall, bonjour. Bonjour. Voilà, merci Monsieur Fall, chef de la division négociation et relations professionnelles au ministère du Travail. Alors, la première question à Eliman Diouf, secrétaire général de la CSA. Au Sénégal, Monsieur Diouf, pas un seul jour dans les médias où l'on n'évoque pas de sujets liés à des mouvements d'humeur des syndicats de travailleurs, des grognes en provenance de presque tous les secteurs d'activité. Vous, en tant que secrétaire général d'une centrale syndicale, comment vous expliquez un peu cette situation, cette tension sur le front social? Écoutez, Diogo, merci de nous avoir permis d'aborder ce sujet qui, effectivement, est préoccupant. Nous expliquons un peu la situation de réchauffement du climat social par rapport à tous ces que vous entendez. C'est lié au fait que c'est des dossiers qui traînent depuis des années en général. Ouais. Si vous prenez le cas des travailleurs des collectivités territoriales, c'est un dossier qui traîne depuis presque 3 ans, qui n'a pas de solution. Maintenant, tous les autres secteurs en ébullition, c'est beaucoup d'entreprises qui sont en général dans le cadre de la sous-traitance de main-d'œuvre, où les travailleurs n'ont presque pas de droit, ils n'ont aucune possibilité de s'organiser en syndicat parce que l'entreprise utilisatrice se cache derrière une entreprise de prestation de services et les travailleurs sont exploités. Vous avez entendu les travailleurs exclusifs, vous avez
entendu des travailleurs du port, etc., etc. Dans beaucoup de secteurs, hein, dans le secteur du BTP également, les travailleurs qui sont dans le chantier de l'usine de dessalement des mamelles. Partout, ces travailleurs ont été exploités et qui n'avaient pas de possibilité de s'exprimer et qui sont en train de s'exprimer sur le terrain. Mais pourquoi, justement, pourquoi ce contexte? Pourquoi ont-ils attendu l'arrivée des nouvelles autorités pour s'exprimer? Non, je pense que vous connaissez bien la situation ambiante dans laquelle le monde du travail est. Moi, nous particulièrement, le 1er mai, comme la première rencontre que nous avons eue avec le président, nous lui avons vraiment dit que la situation difficile dans laquelle beaucoup de travailleurs sont nécessite que les institutions, les inspecteurs du travail, en tout cas l'administration du travail, soient renforcées et qu'elles prennent sur elles de descendre sur le terrain et de contrôler ce qui est en train d'être fait. Je pense que c'est au vu de la nouvelle situation du pays et que la vague de mobilisation qui a accompagné ce régime a fait que les gens ont pensé que, effectivement, avec l'arrivée de ce nouveau régime, les slogans sont là, donc s'ils sortent, effectivement, ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir, ils peuvent avoir des solutions par rapport à leurs préoccupations. Chaque secteur, chaque travailleur. C'est normal, c'est la nature humaine. Et comme ils pensent que s'ils se lèvent, ils trouveront des solutions, les gens se mobilisent par rapport à cela. Mais effectivement, sur le terrain, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire pour que les travailleurs-là soient traités dans de bonnes conditions. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Diouf. Alioune Fall, chef de la division négociations et relations professionnelles au ministère du Travail. Comment vous expliquez un peu ce climat social volatile? Merci Barthélémy. Encore vous remercier de nous permettre de nous exprimer sur le climat social du pays en général. Et je pense que le secrétaire général l'a rappelé tout à l'heure. Donc, pour la plupart des cas, c'est des revendications qui remontent à longtemps. Je pense qu'il a donné l'exemple des travailleurs territoriaux. Même au-delà des 3 années, parce que il y avait un problème de revendication de la table, qui portait principalement sur le paraître de l'actualisation. Mais en même temps, mettre en place la fonction publique locale. Alors, après l'augmentation des salaires dans le secteur public, la difficulté a connu une autre envergure. Mais je sais qu'il y a des rencontres qui se font actuellement avec le ministère de tutelle et des solutions sont en vue. Mais il faut comprendre que trouver des solutions n'est pas aussi facile que de les poser. Ce qui fait que il faut que les parties prenantes puissent s'engager vers des voies réalistes qui permettent d'avoir des solutions durables. En ce qui concerne le secteur privé, comme on le sait, il n'y a aucun risque de problème, il n'y a même pas besoin d'avoir une inspection du travail. Cela veut dire que l'inspection, son rôle, c'est de veiller au quotidien à ce que ces problèmes-là soient résolus. Je prends l'exemple du cas du supermarché exclusif. Alors, je peux vous dire qu'il y a des opérations de contrôle qui ont été effectuées, des constats qui ont été faits, et on va tout droit vers des mesures qui permettent de garantir aux travailleurs leurs droits. Mais le problème qui se pose, Monsieur Fall, est que pratiquement au niveau des entreprises où il n'y a pas de syndicat, bien sûr, parfois les travailleurs manifestent pour réclamer leurs droits et à l'arrivée, ils se retrouvent licenciés. En fait, ce que je veux préciser par là, c'est que s'il y a, par exemple, des actes de l'employeur visant à empêcher les travailleurs de se syndiquer, il faut porter ces questions. Première chose. Deuxième chose, quand un travailleur porter ces questions vers qui? Et qu'il estime que le licenciement est abusif, il a 2 choix.
porter la question devant l'inspection du travail ou la porter devant le tribunal du travail. Maintenant, il arrive que ces problèmes connaissent une envergure et que cela demande une intervention forte de l'inspection du travail. C'est en ce moment que des efforts doivent être faits en termes de présence, mais également en termes de profondeur dans le suivi de certains dossiers. Moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre par là, c'est qu'on est dans une région qui est Dakar, qui concentre l'essentiel des activités économiques, avec un certain nombre d'inspecteurs qui font le terrain tous les jours, mais avec le volume de travail, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des points de vulnérabilité. Et M. Eliman Diouf l'a dit tout à l'heure, même les secrétaires généraux de syndicats ont toujours demandé à ce que cette administration soit renforcée. Mais je voudrais simplement préciser que tous ces problèmes qui sont relevés, c'est des problèmes qui datent. Maintenant, évidemment, s'il y a un nouveau régime, tout le monde aura tendance à vouloir se faire entendre. Justement, par rapport aux autorités, est-ce qu'elles ne sont pas en partie responsables de cette situation, vu qu'elles ont tendance à signer des accords qui, parfois, ne sont pas... La matérialisation pose problème. Justement, je pense qu'on devrait maintenant s'inscrire dans une doctrine qui mette tout un chacun devant ses responsabilités. Et en tant qu'État, la doctrine, c'est de s'engager sur des choses qu'on peut respecter. Après, c'est pourquoi les gens ne peuvent pas s'attendre tout de suite à ce qu'il y ait une sorte de baguette magique qui vienne dire, par exemple, pour les collectivités territoriales, voilà ce qu'on va faire. Parce que si on s'inscrit systématiquement sur leur logique, on n'est pas sûr que dans les mois à venir, on aura des solutions. C'est pourquoi... Il faut planifier dans la durée, c'est ça? Justement, c'est pourquoi il faut avoir le temps de bien voir le problème et de savoir la soutenabilité des mesures qui seront prises, mais pas simplement prendre des mesures, entre guillemets, populistes et se faire rattraper par les mêmes problèmes dans un futur proche. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Fall. Eliman Diouf, secrétaire général de la CSA, une centrale syndicale, vous l'avez relevé tout à l'heure dans vos propos, pratiquement dans tous les secteurs, ce sont même les travailleurs qui se lèvent, qui laissent de côté les secrétaires généraux de syndicats pour, en tout cas, crier ou dénoncer leurs difficiles conditions de travail. Est-ce que parallèlement, ça ne signifie pas un échec des syndicalistes dans la défense des intérêts des travailleurs? Non. Moi, en tout cas, de notre côté, tous les cas que j'ai soulevés tout à l'heure, c'est des cas qui nous reviennent depuis ces derniers temps, de travailleurs qui n'étaient pas organisés, qui n'avaient même pas la possibilité de s'organiser, qui sont venus à la CSA pour qu'on les aide à s'organiser dans les syndicats existants à l'intérieur. Maintenant, c'est vrai, il y a l'activisme et il y a le syndicat, et c'est totalement différent. Je voudrais également, dans la ligne que M. Fall a soulevée tout à l'heure, c'est vrai que au niveau de l'exclusif, quand on a porté l'affaire devant l'inspection, effectivement, les gens ont dit qu'ils ont fait des descentes plusieurs fois à exclusif, il y a plus d'1 an, et qu'ils leur avaient demandé de se régulariser, qu'ils n'ont pas fait. Mais à ce niveau, il faut que l'administration du travail également fasse recours à tous les moyens dont elle dispose pour arrêter ces abus que les employeurs font. Nous avons parlé de renforcer en moyens humains et matériels, mais il faudrait de ce côté également que l'administration du travail aide à fidéliser les inspecteurs, parce que la plupart du temps, c'est eux qui se retrouvent de l'autre côté, à côté de l'employeur pour faire barrage aux travailleurs. Ce côté-là également nécessite un débat franc qui nécessite que les inspecteurs et les contrôleurs du travail signent des contrats qui leur permettent quand même de rester dans le corps parce que si on renforce et que par ailleurs, chaque année, vous avez des départs, cela veut dire que ça donne ce que ça donne. Et ça repose sur la table le problème de la précarité de l'emploi au Sénégal. Maintenant, je dis, nous, on est sur le terrain. Par exemple, si tu prends le cas de la Croix-Rouge, qui était déjà en mouvement depuis plus de 6 mois, les travailleurs dénoncent la mauvaise gestion de la boîte et ils dénoncent la volonté de la présidente de rester inamovible à la tête de l'institution. Nous avons saisi, en tant que centrale, l'État, nous avons saisi le ministère de tutelle, le ministère du Travail, pour que
ces travailleurs-là rentrent ça fait plus de 6 mois que les travailleurs formels n'ont pas eu leur salaire. Donc, vous savez que c'est des situations déplorables. Et hier même, ils ont fait des mobilisations et la plupart ont été arrêtés. Il a fallu qu'on tape du poil sur la tête pour que la gendarmerie accepte de les libérer. D'accord. Cette situation de non-droit devrait pousser l'État, l'administration du travail à vraiment accompagner les travailleurs dans leurs revendications pour que ces situations soient... Vraiment, le haut-là, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, lié au fait que chacun peut-être se sent dans une situation où il doit pouvoir s'exprimer. Et ces exemples que j'ai donnés, c'est loin d'être la panacée, parce que nous avons également dans les entreprises de BTP, comme Enan Chine, comme les sociétés de BTP, où c'est à peu près la même chose. La même chose. D'accord. Merci beaucoup, Eliman Diouf. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Je termine avec vous, Alioune Fall. Mais, Monsieur Fall, est-ce qu'il n'y a pas, cette situation n'est pas un peu liée à ce que j'appellerais une rupture de confiance? D'abord, cette situation de non-droit évoquée tout à l'heure par Eliman Diouf, est-ce qu'il n'y a pas rupture de confiance entre le patronat du côté du secteur privé et le travailleur? Alors, moi, je voudrais d'abord repréciser un certain nombre de choses. Je ne sais pas de quoi on parle quand on dit situation de non-droit, parce qu'il y a des violations qui sont constatées et il y a des actes qui ont été posés. Et quand je parle de la descente de l'inspection du travail, je ne parle pas d'une descente qui date d'un an. Je parle d'une descente qui a été, par exemple, effectuée au cours du mois de mai. Il faut donner la date exacte, c'est le 13 mai. Alors, présenter les questions comme telles en disant que ce sont les inspecteurs du travail qui font barrage, mais cela me semble totalement faux et ça jette une certaine confusion dans la compréhension. Oui, parce qu'au niveau de certaines entreprises, on voit des employeurs qui parfois traitent les employés de façon, entre guillemets, inhumaine au vu et au su de tout le monde. Et parfois, ces gens-là n'ont pas droit à la parole. Justement, c'est pourquoi je veux éviter cette confusion. Parce que quand quelqu'un est dans le cadre de l'administration du travail, il ne faut en aucun cas faire barrage contre l'inspection du travail. Donc ça, c'est une confusion qu'il ne faut pas entretenir. L'autre chose, au vu et au su de tout le monde, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est au vu et au su de l'administration du travail? Soit c'est des conflits qu'on vous porte, vous les traitez, ou bien c'est dans le cadre du contrôle que vous vous rendez compte qu'il y a des violations. Maintenant, aujourd'hui, que ce soit l'administration du travail, le syndicat, il y a d'autres voies et moyens qui existent pour les travailleurs pour se faire entendre. Et c'est des mécanismes qui ne sont pas à négliger. Il y a les réseaux, il y a certains activistes et également certaines personnes de la société civile qui peuvent aider les travailleurs à se faire entendre. Et le plus important, c'est que quand des problèmes sont relevés, que des solutions soient trouvées et que ces solutions passent par une administration du travail efficace, ces solutions passent par une administration du travail motivée, mais c'est surtout des solutions qui font appel à une administration de terrain. Et que les travailleurs soient éduqués sur le plan syndical afin de comprendre que la voie la plus courte pour régler les problèmes, ce n'est pas la voie de l'activisme. Mais il faut connaître ses droits, savoir fréquenter les administrations et pouvoir porter les vraies questions devant les organisations, devant les administrations. D'accord. Parce que comme je vous dis, il y a une certaine rivalité entre les syndicats, donc ce qui fait qu'il y a une sorte de surenchère que les gens font tout en faisant croire au travail qu'ils gagneraient plus à s'affilier dans tel ou dans tel autre syndicat. C'est leur rôle. Mais fondamentalement, nous sommes une administration qui est en train de se réinventer et qui fait tout pour que les travailleurs puissent sentir sa présence au niveau des entreprises. D'accord. Malgré les difficultés liées aux sous-effectifs, malgré les difficultés liées à la mobilité, mais c'est surtout malgré les difficultés liées à la motivation de ses membres. D'accord. Merci beaucoup, Alioune Fall. Merci, Alioune Fall, chef de la division négociation et relations professionnelles au ministère du Travail. Merci également à Eliman Diouf, le secrétaire général de la CSA, la Confédération des syndicats autonomes. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté dans 10 minutes, qui vous sera présenté par Eladji Ndiogou. Merci de votre fidélité. C'était le midi, présenté par Barthélémy Ngo. Mise en onde Aliouba Digital Maïsambaï. Réalisation Eladji Ndiogou. Il sera là dans 10 minutes. Chef d'édition Awambaï. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.